Il est minuit à Paris, 23h30 à Yaoundé, 22h30 en temps universel. Zéphirin Quadio vous présente la dernière édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Au Cameroun, ce mercredi, reprise du procès d'Ahmed Abba, correspondant de RFI en langue haoussa. Ses avocats dénoncent des vices de procédure et de nombreuses irrégularités et demandent l'acquittement pur et simple. Compte rendu d'audience dès le début du journal. La Belgique a, elle, décidé de limiter à 6 mois maximum la durée des visas accordés aux responsables de la République démocratique du Congo, porteurs de passeports diplomatiques. Raison invoquée, l'évolution de la situation politique sur place, notamment le report annoncé de l'élection présidentielle. Autre scrutin reporté cette fois au Niger, les municipales initialement fixées à janvier 2017. Aucune nouvelle date pour l'organisation des élections locales déjà reportées à 3 reprises. Décision vivement dénoncée par l'opposition. Nous entendrons le président par intérim du Modenfa Lumana Africa. Et puis une nouvelle constitution pour tourner définitivement la page des crises successives qui ont secoué la Côte d'Ivoire pendant plus d'une décennie. C'est l'esprit du projet de nouvelle constitution présenté ce matin aux députés par le président Alassane Ouattara. La direction Yaoundé où a repris ce matin donc le procès d'Ahmed Abba, le correspondant en langue haoussa de RFI, est jugé pour complicité présumée avec le groupe djihadiste Boko Haram. Les avocats d'Ahmed Abba ont récusé l'expert commis par le commissaire du gouvernement en dénonçant des vices de procédure et de nombreuses irrégularités. Ils ont demandé l'acquittement pur et simple de notre confrère. Présente au procès, la directrice de RFI a appuyé cette demande. À Yaoundé, compte rendu d'audience, Polycarpe Samba. Les avocats sont employés à démontrer les vices de forme ayant entaché la dite procédure et qui, de fait, selon leur argumentaire, disqualifient le rapport présenté au tribunal comme une compilation des preuves à charge et donc induit aussi la nullité des poursuites contre Ahmed Abba. Nous avons démontré que le rapport d'expertise en l'état était irrecevable. Nous avons démontré que l'acte de commission de l'expert était irrecevable. Et nous avons conclu qu'il y avait une absence de preuves. Nous avons demandé au tribunal de relaxer fait Ahmed Abba. À cette plaidoirie qui a tenu en haleine tout le tribunal, le commissaire du gouvernement a répondu par l'esquive, qualifiant de supercherie et de prestidigitation l'argumentaire des avocats de la défense. Une pirouette qui, de l'avis de Maître Nakan, renforce l'idée de l'absence de preuves pour l'accusation. Comme ça, le gouvernement a botté en touche, puisque à nos différentes demandes, il n'a opposé aucune réponse. Nous avons été surpris de voir qu'il demande au tribunal une expertise. De porte à croire que tout l'enjeu du procès réside désormais dans la prise en compte ou pas de ces exceptions. Le délibéré sur la question est fixé au 19 octobre prochain. Les avocats d'Ahmed en attendent la relaxe pure et simple de correspondant de RFI. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI. Et la Belgique qui s'inquiète de la situation en République démocratique du Congo après l'annonce par la commission électorale du report de l'élection présidentielle. Une annonce qui fait aussi suite aux graves violences qui ont opposé manifestants et forces de l'ordre les 19 et 20 septembre dernier. Du coup, le ministère des Affaires étrangères a décidé de limiter dorénavant à 6 mois les visas pour les Congolais porteurs de passeports diplomatiques. À Bruxelles, Pierre Benazé. Le ministère belge des Affaires étrangères précise que la mesure va s'appliquer aux Congolais qui avaient jusqu'ici un visa pour 1 an maximum, à savoir les porteurs de passeports diplomatiques, qu'ils soient membres du gouvernement ou diplomates. Pour le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, cette mesure est rendue nécessaire par la période d'incertitude que va ouvrir la prolongation de la présidence de Joseph Kabila, au-delà de la date butoir du 19 décembre prochain. Je crois qu'il faut faire passer le message que nous ne savons pas quelle sera la situation l'année prochaine, qu'on ne peut pas considérer que les choses vont se poursuivre sans aucun changement. Non, on a une situation qui va changer puisque normalement des élections auraient dû avoir lieu cette année. Donc le message doit être très clair sur le sujet, tant vis-à-vis d'ailleurs de la majorité que de l'opposition. On sait que les fichiers électoraux peuvent être prêts pour l'été prochain et que l'on peut totalement mettre en place les élections, pas seulement présidentielles mais aussi parlementaires, avant la fin de l'année 2017 sans aucune difficulté. La Belgique réclame une ouverture plus large du dialogue national congolais à certains opposants qui font figure de grands absents comme Étienne Tshisekedi ou Moïse Katumbi. Didier Reynders demande par ailleurs une enquête de l'ONU sur les violences lors des manifestations des 19 et 20 septembre. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI. En République démocratique, toujours la réponse du pouvoir aux propos tenus hier par le rassemblement des forces acquises au changement des 2 leaders, Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. Hier, l'opposition qui ne participe pas au dialogue a promis de mettre un carton rouge au président Kabila le 19 décembre
septembre prochain, terme de son deuxième et dernier mandat. Le Rassemblement demande le départ du chef de l'État à cette date. La majorité présidentielle, par la voix du sénateur Léonard Sheokitundu, dénonce une logique qualifiée de putschiste. Léonard Sheokitundu, interrogé par Kamanda Wakamanda Muzambe. Pour moi qui ai participé aux pré-négociations avec le leader de l'UDPS qui actuellement est entré à la tête du Rassemblement, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est que l'initiateur même du dialogue qui se poursuit même actuellement s'inscrivent dans un premier temps dans une logique insurrectionnelle, mais aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu hier, on est passé de la logique insurrectionnelle à une logique purement putschiste. C'est ce qui est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'on veut sortir du cadre constitutionnel alors qu'on a quelque part construit une religion du respect de la Constitution. Alors, en prévoyant un régime spécial à la fin de cette année, en mettant entre parenthèses toutes les institutions de la République, là, c'est extrêmement grave. L'avantage de notre Constitution, c'est que le Constitution a tout fait pour éviter la vacance du pouvoir. Et par conséquent, il y a lieu de condamner avec la plus grande sévérité l'attitude du Rassemblement hier, et qui prône la fin des institutions actuellement en place. Le sénateur Léonard Sheokitundu demande par ailleurs au Rassemblement, qui est ouvert au dialogue, de se joindre au groupe qui se réunit à la Cité de l'Union africaine sous la facilitation d'Edem Kodjo. La République démocratique du Congo encore, avec l'annonce du décès d'Arthur Zaidi Nguma 2 jours après son évacuation dans un état critique à Paris. L'ancien vice-président de la RDC est décédé ce mercredi, a-t-on appris de sources officielles congolaises. Ces derniers jours, malgré son état de santé, il prenait part en qualité de personnalité aux travaux du dialogue politique à Kinshasa. Il est mort à l'âge de 69 ans. Calme précaire à Bangui ce mercredi après les violences d'hier. La mort d'un officier de l'armée a provoqué un certain nombre d'actes de violence autour du quartier PK5. Ces actes de violence ont coûté la vie à au moins 6 personnes selon un bilan provisoire. Et ce matin, les habitants du kilomètre 5 et des quartiers alentours sont restés chez eux. Pierre Pinto. Au PK5, la prudence et la pluie auront maintenu les habitants chez eux. Les commerces du marché sont restés fermés après les violences de la veille. Certains accès au quartier ont même été bloqués par des barrières. Hier, dans ce qui semble être un cycle de représailles, 2 hommes ont été assassinés aux abords du PK5 et selon les sources, 3 à 4 éleveurs peuls qui faisaient paître leurs bœufs aux abattoirs du quartier Pétévo ont subi le même sort. Ce qui a donc déclenché ce nouveau cycle de violence, c'est l'assassinat ce mardi matin au cœur du PK5 du commandant Marcel Mombeka, officier de l'armée centrafricaine, qui était en voiture avec son fils de 14 ans. L'officier, ancien aide de camp de l'ex-présidente de transition Catherine Samba-Panza, a succombé à ses blessures par balle à l'hôpital où il a été conduit avec son fils. Règlement de compte ou crime non prémédité, impossible à dire pour le moment, mais alors que des tirs sporadiques se faisaient entendre mardi soir, la MINUSCA a rapidement pris les mesures pour éviter un embrasement des 3e et 5e arrondissements de Bangui. Ce nouvel épisode montre encore une fois qu'on est loin de la réconciliation, commente une source bien informée, qui ajoute « Beaucoup de gens, quel que soit leur camp, ont intérêt à maintenir cette situation de violence latente. » Pierre Pinto, RFI, 22h38 à Abidjan. On finit avec le concept de l'ivoirité. C'est l'un des principaux objectifs du projet de nouvelle constitution présenté ce mercredi par le président Alassane Ouattara devant les députés à Abidjan. Un projet qui modifie notamment les conditions d'éligibilité à la présidence de la République, la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président. Ce projet sera soumis à référendum fin octobre après adoption par les députés. Ce matin, Frédéric Gara a suivi pour nous la présentation du texte aux députés. Nous voici déjà, Monsieur le Président, à quelques jours de notre mise en chômage collectif. Il anticipe un peu le président de l'Assemblée nationale. En effet, avant d'être chômeur temporairement pour cause de législatives en novembre, il faudra d'ici mardi prochain que tous les députés ivoiriens travaillent sur les 184 articles de la nouvelle Constitution. Un texte que le président Ouattara est venu présenter au Parlement, accueilli par Guillaume Soro, qui n'a pas manqué de faire l'éloge de ses glorieux aînés. Il existe une affinité spirituelle et une continuité historique entre Félix Houphouët-Boigny, le président fondateur, et Alassane Ouattara, le président réformateur. Le président réformateur monte alors en tribune pour prendre la parole avec beaucoup d'émotion, affirme-t-il. Je veux le meilleur pour mon pays. Je veux le meilleur pour mon peuple. Je me tiens devant vous avec cet avant-projet de constitution, avec la ferme conviction que son adoption permettra à notre beau pays d'aller au-delà de la vision de nos pères en jetant les bases d'une Côte d'Ivoire plus stable,
et en paix. Après le départ d'Alassane Ouattara, les députés ont effectué une passe d'armes entre ceux qui veulent aller vite et ceux qui souhaitent prendre le temps d'étudier le texte fondateur de la Troisième République. La majorité a tranché. Ce document, élaboré pendant 4 mois, sera validé ou non mardi prochain en séance plénière. Frédéric Gara, Abidjan, RFI. Et le projet est déjà contesté par l'opposition. Pascal Affinguesson du FPI avait appelé à une manifestation ce mercredi devant l'Assemblée nationale avant de se raviser. Le chef de file de l'opposition a toujours rejeté ce projet de nouvelle constitution. Il dénonce notamment, je cite, l'absence de concertation sur un texte qui va mettre à mal la cohésion sociale déjà fortement entamée par les multiples crises de ces 2 dernières décennies. Report des élections locales au Niger, je vous le disais en titre, la décision a été prise hier par le CNDP, le Conseil national de dialogue politique. Un report des élections locales assorti d'une réforme du système électoral dont le chantier doit être engagé par les parlementaires nigériens. Problème, ces décisions ont été prises en l'absence des partis d'opposition qui estiment que le travail du CNDP ne s'est pas déroulé de façon réglementaire, ce qui les a conduits à le boycotter. Oumarou Noma est le président par intérim de l'un des principaux partis d'opposition, le Modern Fall Lumana Africa, le parti de Hama Amadou. Joint par David Bachet, il rejette l'idée de tout report des élections locales. Nous exigeons la tenue de ces élections locales. Il a été prolongé à 2 reprises le mandat des élus locaux. La loi ne permet plus le report. Il faut obligatoirement tenir ces élections locales parce que nous sommes contre la désignation des administrateurs délégués. Ça, c'est une façon de tuer la démocratie, une façon de remettre en cause la décentralisation. Il y a 3 groupes au niveau du CNDP. Il y a la majorité, l'opposition et les non-affiliés. L'opposition et les non-affiliés n'étaient pas à cette réunion. C'est le pouvoir seulement qui a adopté cette décision. Donc c'est une décision nulle et de nul effet. C'est un passage à force. Comme pour les élections passées, ça a été un hold-up. Nous sommes contre cette décision. Nous sommes prêts au niveau de l'opposition pour ces élections locales. Nous exigeons que ça se tienne aussi à la date indiquée, qui est le 8 janvier. Oumarou Noma, président par intérim du Modern Fall Lumana Africa. Et puis l'Allemagne va construire au Niger une base militaire en appui à la mission militaire onusienne qui combat les djihadistes au Mali. Annonce faite ce mercredi par l'ambassadeur d'Allemagne à Niamey. Rappelons que la France et les États-Unis disposent déjà de bases militaires au Niger pour lutter justement contre les djihadistes du Sahel, notamment entre la Libye et le Mali. Karim Wade n'en a pas fini avec la justice française. Il y a 10 jours, à Paris, le juge s'opposait à la saisie d'un appartement parisien et d'un compte bancaire appartenant à l'ancien ministre sénégalais. Argument invoqué alors, le délit d'enrichissement illicite est une catégorie pénale qui n'existe pas dans le droit français. Eh bien, on a appris ce mercredi que le parquet du pôle financier de Paris, parquet qui représente dans ce dossier l'État du Sénégal, avait fait appel. Pour les avocats du Sénégal, joint ce soir par RFI, cet appel est tout à fait légitime. Pour rappel, Karim Wade a été condamné pour ces faits à 200 millions d'euros d'amende et à 6 ans de prison. Il a été libéré il y a 3 mois suite à une grâce présidentielle. Un ULM monomoteur de l'armée de l'air guinéenne s'est écrasé ce mercredi en fin de matinée sur la piste de la base aérienne près de l'aéroport international de Conakry. Bilan 2 morts, dont le conseiller instructeur français auprès du chef d'état-major de l'armée de l'air de la Guinée. L'appareil effectuait des vols d'essai et d'entraînement lorsqu'il s'est écrasé. C'est le pilote guinéen qui était aux commandes, selon une source proche de l'état-major de l'armée. Le grand sociologue et anthropologue Georges Balandier est décédé ce mercredi 5 octobre à l'âge de 95 ans. Celui qui restera avec Alfred Sauvy comme l'inventeur du terme tiers-monde a révolutionné le regard de l'université française sur les sociétés africaines. Il fut l'un des premiers à théoriser le fait qu'on ne peut comprendre l'Afrique qu'en prenant en compte le fait colonial. C'était dans les années 50. Georges Balandier, auteur et co-auteur d'une 30aine d'ouvrages, il a enseigné à la Sorbonne et à l'École des hautes études en sciences sociales. Son portrait est signé Olivier Roger. Georges Balandier avait une conviction, on ne fait pas d'anthropologie au fin fond des forêts à la recherche d'une hypothétique pureté primitive. Pour comprendre les sociétés humaines, il faut aller, disait-il, là où bat leur cœur, les villes, les faubourgs, les bars ou les usines. Un credo qu'il applique dans les années 50 au terrain africain. Il observe les mouvements sociaux et en tire une leçon. Faire de l'ethnologie sans tenir compte de la situation coloniale revient à se moquer du monde, lance-t-il hardiment en 1951. Il devient peu à
peu l'analyste du sous-développement et popularise avec Alfred Sauvy le terme de tiers-monde. Pour lui, cette expression qualifiait l'aspiration des nations à obtenir une place plus juste dans l'histoire. L'Afrique m'a appris la différence, disait-il. Selon lui, les expériences politiques et sociales africaines sont plus diversifiées et sophistiquées que les européennes. Ce respect pour l'Afrique et son histoire, la justesse de ses analyses lui valent une renommée importante. Le fils de cheminot, né en 1920, crée en 1957 le Centre d'études africaines de l'École des hautes études en sciences sociales. Il inaugure 5 ans plus tard la chaire de sociologie africaine à la Sorbonne, mais pour lui, l'étude des autres est aussi l'étude de soi et il consacre ses dernières années à questionner sa propre société. Olivier Roger, et puis en bref, avant de refermer ce journal, à Madagascar, le directeur de cabinet du ministre de la Communication et le responsable du service commercial de l'ORTM, l'Office de la radio-télévision publique de Madagascar, ont été placés en détention provisoire hier. Les 2 hommes sont accusés d'avoir détourné des chèques d'annonceurs publicitaires. RFI, minuit, bientôt 46 minutes ici à Paris, Afrique Soir, à suivre le journal des sports avec Eric Mamrut, les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez, mais tout de suite, l'invité de la rédaction. L'Afrique manque cruellement d'enseignants. Il faudrait en former quelques 17 millions d'ici 2030 pour assurer à tous sur le continent un accès à l'éducation. C'est ce que pointe l'UNESCO en ce 5 octobre, journée mondiale des enseignants. Alors, dans quelles conditions enseigne-t-on aujourd'hui en Afrique ? On va se rendre au Mali. Près de 4 ans après l'intervention militaire qui a permis de chasser les groupes islamistes du Nord, le pays est toujours la cible de récurrentes attaques terroristes. Invitée d'Afrique Soir, jointe à Bamako, Elena Locatelli est en charge de l'éducation à l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Elle répond aux questions de David Bachet. Elena Locatelli, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la première difficulté à laquelle sont confrontés les enseignants au Mali, c'est bien sûr la sécurité, avec un grand nombre d'écoles qui sont fermées dans le nord, mais aussi dans le centre du pays en raison de la menace terroriste. Effectivement, la rentrée a débuté le lundi, a débuté un peu timidement dans certaines régions du pays. Les données que nous avons à disposition sont les données qui sont relatives à l'année passée. À fin d'année, il y avait 296 écoles qui étaient encore fermées dans 65 communes. Les informations du terrain viennent à petit. Il n'y a pas beaucoup d'informations aujourd'hui, à 2 jours de la rentrée, qui puissent dire les nombres exacts des écoles encore fermées. Mais c'est sûr que les écoles qui étaient fermées l'année passée, difficilement puissent réouvrir la porte cette année. En même temps, dans la région de Kidal, la rentrée scolaire n'est pas encore officiellement ouverte. Il y a eu une date qui était proposée pour la rentrée au 15 octobre, mais doit encore être validée par les parties prenantes. Ça veut dire que les enseignants sont directement menacés, que les écoles sont des cibles potentielles pour les groupes terroristes. C'est-à-dire que les écoles fermées sont dans des zones pour lesquelles les conditions de sécurité ne permettent pas de pouvoir faire des classes et de donner la sécurité aux élèves comme à les enseignants. C'est pour cette raison que dans cette zone-là, les écoles sont fermées. La situation peut varier d'un moment à l'autre. Donc, nous appuyons les ministères pour faire en modalité dès qu'il est possible les écoles puissent réouvrir et les enfants puissent rentrer dans leur école. Justement, le retour à l'école, c'est une campagne que vous menez avec l'UNICEF. En quoi est-ce que cela consiste exactement ? C'est une campagne qui va des aspects médiatiques, de sensibilisation des communautés sur la réouverture des classes, sur l'importance de réinscrire leurs enfants du début de l'école et pas attendre un mois ou 2 après la réouverture des classes. Mais en même temps, c'est aussi un appui que nous donnons dans les zones de conflit en termes de fournitures scolaires. Nous avons déjà prépositionné dans les 65 communes affectées par la crise des matériels et nous attendons de voir que les écoles ont réouvert leurs portes en bonne manière et que les élèves sont déjà bien inscrits à l'école pour pouvoir commencer la distribution. Et en dehors de la menace sécuritaire, en dehors de la crise qu'a traversé le Mali, il faut dire que ce pays, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique subsaharienne, rencontre un problème très grave, c'est le manque d'enseignants. Pour ça, il y a eu les syndicats des enseignants qui avaient fait une liste des requêtes, surtout dans la zone nord du pays, parce qu'ils considèrent d'être moins considérés que le reste du pays. Donc effectivement, il y a une question des enseignants qui sont placés dans les zones plus difficiles pour différentes raisons. Les mêmes enseignants, ils ont des difficultés à pouvoir aller dans cette zone.
et par conséquent, il peut y avoir des répercussions. L'effet de pouvoir ouvrir des écoles, c'est aussi l'effet de pouvoir avoir des enseignants qui soient disponibles dans cette zone-là et qui puissent donner des cours et des cours de qualité à les enfants. Sur cet aspect, l'UNICEF comme autre partenaire, ils travaillent ensemble au ministère pour pouvoir mobiliser des ressources, faire des formations à les enseignants et mettre à niveau les enseignants qui ont des besoins pour donner des cours de qualité. Alors vous parlez du problème de la répartition des professeurs. Il y a aussi une question de formation des enseignants. Bien sûr, il y a une question de formation, de réqualification des enseignants vis-à-vis les nouveaux programmes, vis-à-vis les nouvelles techniques d'enseignement. Et tout ça, c'est un effort qui, dans les pays, en priorité pour les ministères. Et l'UNICEF accompagne les ministères dans ces priorités. Et en termes d'équipement et d'infrastructures, ce n'est pas nouveau, mais on est obligé de le pointer. Il reste également énormément de besoins au Mali. Il reste des besoins, comme beaucoup des pays de la région, les infrastructures. Il y a des zones où il manque des écoles, où les écoles sont très loin des enfants. Et c'est un problème. C'est un problème qui, comme les problèmes des enseignants, reste dans les priorités du ministère. C'est vrai qu'il y a des zones où les écoles sont très loin des enfants et des enseignants. Il y a des structures qui ont besoin de restructuration, il y a des structures qui sont en état mauvais. Mais comme je dis, c'est en priorité majeure du ministère. Elena Locatelli, merci à vous. Voilà, Elena Locatelli de l'UNICEF répondait aux questions de David Bachet. Et place au journal des sports avec Eric Mamrud. Bonsoir Eric. Bonsoir Zéphirin, bonsoir tout le monde. Pour commencer, des nouvelles rassurantes de Rigobert Song. L'ex-capitaine des Lions indomptables va de mieux en mieux selon nos sources. Il est arrivé ce matin à Paris en provenance de Yaoundé pour se faire soigner à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Rappelons que Rigobert Song a été victime d'un AVC dans la nuit de samedi à dimanche à son domicile camerounais. Il est sorti du coma lundi soir. Et depuis cet accident, les réactions se multiplient. Dernière en date, celle d'Alexandre Song, le neveu de Rigobert. Un court message sur Instagram dans lequel il déclare « Ma famille et moi sommes émus par tout l'amour et le soutien du peuple camerounais ». Il déplore toutefois, je cite, « les rumeurs et les photos indécentes qui ont été publiées. Gardons notre humanité », conclut-il. Alexandre Song qui fait notamment référence à cette photo montrant Rigobert endormi sur son lit d'hôpital à Yaoundé. Une photo qui a beaucoup circulé sur Internet. Message de soutien encore des anciens coéquipiers de Rigobert Song à Liverpool, Jamie Carragher, Stan Collymore, Robbie Fowler et Michael Owen. Sur son compte Facebook, l'ancien international français Djibril Cissé a lui écrit « Force grand frère, tu es un lion, je suis de tout cœur avec toi ». Enfin, tweet de Bafetim Bigomis ce matin, une forte pensée à mon grand frère. Et autre réaction, celle de l'actuel lion indomptable Benjamin Moukandjo. L'attaquant lorientais se fait le porte-parole de sa sélection actuellement en stage de préparation à Marseille. Lui et ses coéquipiers se disent touchés par ce qui est arrivé à Rigobert Song. Rigobert Song, un vrai modèle pour lui. Benjamin Moukandjo. Nous sommes tous tristes parce que c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui a été proche, qui l'est toujours d'ailleurs. Donc forcément, quand on apprend une nouvelle comme ça, on est tous affectés. Mais voilà, on espère qu'il va se remettre. Et voilà, on est de tout cœur avec lui dans ce moment difficile qu'il traverse. C'est un modèle, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui a toujours été au service de son pays, qui a toujours défendu les couleurs du Cameroun et vraiment de la plus belle des façons. Donc moi, quand je suis arrivé dans cette sélection, ça fait 6 ans aujourd'hui, c'est des grands frères que j'ai rencontrés qui m'ont aidé à m'intégrer au groupe. C'est un exemple pour tout Camerounais, un exemple de personne, de footballeur. Et voilà, forcément, on est touché et on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Benjamin Moukandjo et le Cameroun qui ont affronté l'Olympique de Marseille, c'était ce matin en match de préparation. Les Lions indomptables sont en effet à 4 jours de leur déplacement périlleux en Algérie pour le compte de la première journée des éliminatoires pour le Mondial 2018. Dans le centre marseillais de la Commanderie, ils ont fait match nul, 1 but partout face à une équipe marseillaise très renouvelée. Vincent Aboubakar a ouvert la marque sur penalty. Hugo
Bros, le sélectionneur, en a en tout cas profité pour faire une large revue d'effectifs, puisque pas moins de 20 joueurs ont participé à cette rencontre. Le Cameroun va maintenant rester dans la région marseillaise, ceci jusqu'à vendredi, avant de s'envoler pour Alger. Ce sera sans Clinton Djie, qui a dû jeter l'éponge en raison d'une blessure contractée il y a quelques jours avec l'OM. Il a été remplacé par l'attaquant du club slovaque du Spartak Trnava, Ndip També. De son côté, l'Algérie devra se passer des services de Sofiane Hani, l'attaquant d'Anderlecht, blessé et supplé par Yacine Benzia, le joueur de Lille. Retour sur le décès d'une grande figure du football ghanéen. L'ancien sélectionneur Fred Ossam Douodou s'est éteint hier soir à Lomé. Il avait dirigé à plusieurs reprises la sélection des Black Stars. Son portrait avec Tété Hadji. Pour sa première année en tant que sélectionneur, Fred Ossam Douodou s'en sortira en 78, victorieux avec les Black Stars lors de la CAN organisée par le Ghana. 15 ans plus tard, après son échec en 2002 au Mali, il renouera avec le succès chez la sélection junior, les Black Satellites, avec à la clé une médaille d'argent au mondial. Sollicité en 2005 par la Gambie pour le championnat d'Afrique des moins de 17 ans chez elle, Ossam Douodou fera rentrer dans l'histoire le pays de Yaya Jammeh en lui offrant son premier titre continental aux dépens de ses propres compatriotes battus 1-0 en finale. Après cet exploit, il décidera en 2007 de revenir au Bercail pour conduire les cadets ghanéens à la CAN de la catégorie habitée par le Togo, mais sans succès. Instructeur de la CAF et de la FIFA, Ossam Douodou avait également occupé les postes de directeur technique national, de secrétaire général de la Fédération ghanéenne de football et pendant longtemps président de l'Association des entraîneurs nationaux. Dans la mémoire collective des Ghanéens, Ossam Douodou aura été un coach exemplaire qui s'est montré généreux et attentif envers tous ceux qui ont eu à le côtoyer de son vivant. Tété Hadji, Accra, RFI. Ossam Douodou était âgé de 78 ans. C'était le journal des sports avec Eric Mamrut. Merci Eric. Fin de cette édition d'Afrique Soir. À la coordination, Christine Muraté, assistée de Cécile Périllard. À la réalisation, Thomas Trochot. Merci à toutes et à tous. À suivre les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomaez. Ce matin, vous débattiez du nouveau règlement de la CAF, la Confédération africaine de football. Participez au prix découverte RFI 2016. Écoutez les extraits des 10 finalistes sur RFI.fr et votez pour votre artiste préféré jusqu'au 19 octobre. Rendez-vous sur RFI le 4 novembre pour la désignation du lauréat 2016. Le prix découverte RFI est organisé en partenariat avec l'Institut français, l'OIF, la SACEM, l'UNESCO, UBiz News et Deezer. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Bienvenue, ce matin nous lancions le débat sur le nouveau règlement de la Confédération africaine de football. Le nombre de mandats du président est désormais limité, mais Issa Hayatou pourra tout de même briguer 3 nouveaux mandats. Écoutez, c'est l'heure du zapping. L'Afrique n'a pas avancé. La meilleure performance des équipes africaines a été quart de finaliste de Coupe du Monde. Les championnats des 54 pays en Afrique ne se sont pas mieux organisés ces 30 dernières années. Donc, à mon humble avis, c'est un bilan qui ne peut pas être positif. Et lorsqu'on a passé 28 ans, on a apporté tout ce qu'on avait dans sa gibecière. Et je ne crois pas qu'on a de nouvelles choses à apporter, même si on nous donne 12 ans en plus. Demandez-lui de s'arrêter pour passer la main. Je salue quand même le travail qui a été fait. C'est une avancée majeure que la CAF aujourd'hui soit parvenue à réviser ces textes et à y introduire des dispositions relatives à la limitation du mandat. Monsieur Hayatou devrait se retirer parce que sa candidature ferait de lui un homme qui n'aurait pas eu l'occasion de rentrer dans l'histoire et sa candidature serait moralement plutôt irresponsable. Son bilan est on ne peut plus éloger. Comment il a travaillé avec brio pour l'organisation des élections à la FIFA. Vraiment, on ne pourra pas oublier. Il reste le monument du football africain. Et il pourra profiter de cette occasion pour se retirer afin de bénéficier vraiment de l'admiration que tout le peuple africain, voire même mondial, a à son égard. Il a tellement donné que je crains qu'en étant encore là, après mars, il pourra commettre des erreurs. Issa Hayatou, avant d'être président de la CAF, il a été président de la Fédération camerounaise de football. Je crois que
La logique voudrait que quand on crée quelque chose, qu'on ne soit pas forcément la personne qui va la parfaire et l'améliorer. Il a mis en place des structures, il a obtenu plein de choses pour l'Afrique sur le plan international. Moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une nouvelle personne qui représente le football africain pour discuter de nouvelles améliorations à apporter sur le plan du football mondial et pas seulement africain. Et demain à 8h10 TU, nous parlerons du calendrier électoral en RDC, 33 9 693 693 70. 7 milliards de voisins. Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain. Des enfants et des écrans, partout, tout le temps, mais que sait-on des conséquences sur leur vie d'adulte ? Vendredi. Étudier les maths, la physique, la biologie, pourquoi les sciences rebutent les jeunes ? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. 7 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à partir de 10h10 TU. RFI.